Bonjour, Frédéric Turbat, expert comptable et fondateur de la Maison de l'Entrepreneur. Ce soir, une conférence sur la manière d'optimiser ses charges fiscales et sociales. Si vous êtes intéressé particulièrement par des conseils en matière d'évasion fiscale, si vous souhaitez prendre des risques fiscaux importants, mais également si vous êtes particulièrement à la recherche d'idées innovantes pour essayer d'échapper, d'éluder l'impôt sur le revenu, sur les sociétés ou les charges sociales, je vous conseille d'éteindre votre ordinateur et de reprendre une activité de confinement normale. En revanche, restez avec nous si vous avez le désir de comprendre comment fonctionnent les vases communicants entre l'organisation professionnelle et les incidences fiscales et sociales personnelles. Si vous souhaitez découvrir et travailler avec nous sur la question des leviers d'organisation, d'optimisation justement de ces charges sociales et fiscales. Et puis si vous avez envie de réfléchir ensemble sur les fausses bonnes idées de chacun de notre meilleur copain, dans ce cas-là, restez bien avec nous et nous allons pouvoir travailler ensemble sur cette question de l'optimisation des charges fiscales et sociales. Mais justement, optimiser, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de cette formule que l'on entend et que l'on lit sur un grand nombre d'articles? Il s'agit finalement, si on recherche une définition particulière, d'améliorer une méthode ou une organisation, bien évidemment dans un objectif de rentabilité. Optimiser ne signifie pas réduire, optimiser ne signifie pas échapper à l'impôt, optimiser ne signifie pas annuler ses charges sociales. Bien plus que ça, il s'agit de choisir auprès de qui on va payer, les charges sociales notamment, ainsi que de définir le montant de fiscalité auquel on va être soumis. C'est une grande force, c'est un grand atout d'être entrepreneur, parce qu'on a capacité à choisir la rémunération qu'on va se verser, on a capacité à choisir les charges sociales, auprès de qui être un assuré social, et donc on a le loisir de calculer et donc d'anticiper les charges sociales et fiscales, ce qui est une force extraordinaire dans la manière de gérer son entreprise. Premier sujet, pour comprendre sur quel levier on va pouvoir agir, regardons cette fameuse théorie des vases communicants, qui est bien plus qu'une théorie, qui est même une pratique dans l'organisation entrepreneuriale. Deux tableaux que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site internet, lamaisondelentrepreneur.com, où vous aurez capacité à télécharger les slides que je vais dérouler devant vous aujourd'hui. Les deux tableaux présentent ce qu'il se passe dans votre entreprise à l'instant où elle a une activité positive, ainsi que les incidences à titre personnel en matière de fiscalité et de charges sociales. Votre société réalise bien évidemment du chiffre d'affaires. Pour réaliser ce chiffre d'affaires-là, elle a besoin de dépenses. Il est rare de n'avoir aucune dépense et un chiffre d'affaires positif. Et puis également, vous allez sûrement et probablement être amené à vous rémunérer. Et ces rémunérations vont venir également en déduction du bénéfice. Ces rémunérations vont venir minorer le bénéfice qui sera soumis à l'impôt sur les sociétés. C'est tout l'enjeu du tableau de gauche avec la rémunération et les charges sociales qui sont présentées. Le chiffre d'affaires, moins les dépenses, moins la rémunération, déduction faite également des charges sociales, on aboutit à un résultat avant impôt. Sur ce résultat, l'impôt sur les sociétés va arriver, va être calculé. Rappelons qu'il est proportionnel cet impôt, qu'il n'est pas forfaitaire. Et le résultat avant impôt, déduction faite de l'impôt société qui est calculé, on aboutit à un résultat net, duquel d'ailleurs vont se trouver possibles et envisageables les fameux super dividendes, le dividende intervenant bien évidemment à partir du résultat net. S'il se passe tous ces événements, le chiffre d'affaires, la rémunération, les charges sociales dans l'activité de l'entreprise, que se passe-t-il à titre personnel? Eh bien, la rémunération qui a été déduite du bénéfice de l'entreprise, on va la retrouver imposée à l'impôt sur le revenu. Les dividendes qui ont été pris à l'issue du calcul du résultat net de l'entreprise vont se retrouver soumis à des charges sociales et à de l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle notamment la flat tax, le prélèvement fiscal unique en vigueur depuis 2018. Et donc c'est là que les vases communicants interviennent. Plus je me rémunère, plus mon bénéfice va baisser, mais plus peut-être l'impôt sur le revenu va augmenter. Et donc ce sont des notions qu'il est intéressant de prendre en compte, parce qu'on va tout de suite se rendre compte que la rémunération du dirigeant devient le véritable vecteur de cette optimisation, devient le curseur de l'optimisation fiscale et sociale. La rémunération du dirigeant baisse donc l'impôt sur les sociétés. Cette même rémunération augmente l'impôt sur le revenu et va générer et augmenter peut-être également des charges sociales. En revanche, le dividende est une notion particulière, mais le dividende, lui, comment joue-t-il? Alors le dividende, qui se calcule, rappelons-le, après le résultat net, donc le dividende, lui, va supposer qu'il y ait eu un impôt sur les sociétés auparavant. Pour que le dividende existe, il faut que j'ai un résultat après impôt qui soit positif, donc j'ai forcément eu de l'impôt auparavant. Le dividende va également augmenter et créer de l'impôt sur le revenu,
même s'il est plafonné avec la flat tax, le dividende va également créer de la fameuse CSG et du CRDS qui sont également inclus dans la flat tax. Donc finalement, quand on regarde ça, on pourrait se poser la question, mais optimiser, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une réelle capacité pour l'entrepreneur à optimiser son organisation? Est-ce un exercice réellement impossible? Alors regardons quatre sujets sur lesquels on va pouvoir agir, 4 leviers, 4 modes d'organisation, 4 lieux de réflexion sur lesquels agir pour apprécier si effectivement on est dans une situation optimisable, organisable ou pas. J'en ai listé 4 qui regroupent dans certains cas plusieurs sujets à traiter individuellement. La manière de choisir son statut juridique, la manière de se rémunérer, d'organiser entre rémunération et dividende, la question des frais mixtes que je vais aborder également et qui a, même si c'est une moindre mesure peut-être que les volumes qui pourraient être générés par la rémunération et les dividendes, les frais mixtes constituent aussi un lieu sur lequel on va pouvoir réfléchir pour optimiser sa fiscalité et ses charges sociales. Et puis, en guise de rappel, quelques sujets fiscaux particuliers qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on est entrepreneur. Premier point, la question du statut juridique. Le statut juridique va déterminer lui-même, non pas la fiscalité, mais les charges sociales. Rappelons assez rapidement que la fiscalité qui est liée à tous les statuts juridiques est rigoureusement identique d'un statut à un autre. En revanche, les charges sociales qui sont prélevées sur la rémunération vont être différentes, évidemment, si je suis micro-entrepreneur, si j'ai créé une SAS ou une SASU dont je suis le président et je tire une rémunération de cette structure, ou si je suis un gérant majoritaire d'une SARL ou d'une URL. La forme juridique va définir un montant particulier de charges sociales et des taux spécifiques de charges sociales. Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Si on réfléchit de manière un peu plus globale, et pour aller peut-être assez vite à la conclusion, en matière de charges sociales, on s'est rendu compte, et calcul à l'appui, ce n'est pas uniquement l'élucubration d'experts comptables en jour de confinement, mais bien un calcul à l'appui, on s'est rendu compte qu'une SARL était préférable pour quelqu'un qui était relativement loin de la retraite, parce qu'il avait capacité à réduire un certain nombre de ses charges sociales, notamment la cotisation de retraite, qu'il pouvait compenser, et même plus que compenser, en cotisant sur des mécanismes de retraite par capitalisation. Et là, on touche à un véritable lieu d'organisation, un lieu d'optimisation de la charge fiscale et de la charge sociale. Pourquoi? Parce que les fameuses cotisations de retraite par capitalisation se déduisent du bénéfice. Et donc on va pouvoir jongler, on va pouvoir jouer avec cette question-là. Est-ce que j'ai intérêt à cotiser plus ou est-ce que j'ai intérêt à cotiser moins selon la fiscalité à laquelle je suis soumis dans mon entreprise ou à titre personnel? La SARL est donc préférable pour des personnes qui sont relativement loin de la retraite. A contrario, le schéma SAS ou SASU, on va le trouver privilégié pour des entrepreneurs qui sont plutôt proches de la retraite et qui, eux, auront un intérêt moindre à cotiser en matière de retraite par capitalisation, si ce n'est le cas échéant et dans des cas très particuliers, à bénéficier d'un unique intérêt fiscal, mais cotiser en retraite par capitalisation à 2, 3 ou 5 ans de la retraite n'apportera rien ou très peu de choses en matière d'accumulation et de pension de retraite complémentaire. En revanche, dans certains cas, il pourrait être intéressant de traiter de la question fiscale, dans la mesure où, bien évidemment, dans tous les statuts, SAS, SARL, SASU, EURL, le fait de déduire d'un bénéfice de l'entreprise ou à titre personnel des cotisations de retraite par capitalisation provoque évidemment un intérêt fiscal. Si j'ai une dépense en plus qui se déduit d'un bénéfice, la base sur laquelle sera calculé ou l'impôt sur le revenu ou le bénéfice de l'entreprise sera moindre. Et donc je peux avoir un intérêt fiscal tout en ayant une recherche sociale. Et donc cette dynamique-là de réfléchir sur le statut juridique comme un levier d'optimisation, un levier d'organisation, il s'agit en fait de trouver la manière de réduire sa fiscalité, de réduire les bases fiscales, personnelles ou professionnelles, tout en créant un revenu futur. Et là, on est plus que dans l'optimisation. On n'est pas en train de chercher à éluder une charge, on n'est pas en train de chercher à éviter l'impôt, on est en train de trouver la manière la plus intéressante fiscalement de créer un revenu plus tard. Et c'est un sujet qui est extrêmement important. Et d'ailleurs que l'on conseille systématiquement à tout entrepreneur, on lui dit généralement, dès que vous avez créé votre entreprise, réfléchissez, mettez sur la table quelques sujets fiscaux et sociaux, notamment la question de la retraite par capitalisation. Là, encore une fois, l'idée consiste à optimiser, à réduire la fiscalité dans l'entreprise ou à titre perso, et en même temps, je vais créer un revenu futur. Le statut juridique est donc un élément important d'appréciation de l'optimisation de ces charges sociales et fiscales. Autre sujet, les sujets de frais mixtes. Alors on pense tout de suite, évidemment, lorsque l'on est entrepreneur, on se dit tiens, mon téléphone portable, la box de la maison,
peut-être l'usage de la voiture. Je viendrai sur la voiture tout à l'heure, notamment dans le paragraphe sur les fausses bonnes idées de mes meilleurs copains. On pense tout de suite au téléphone portable, à la box, les frais kilométriques. On va faire passer ça sur les comptes de la société. On va considérer que la société va nous rembourser sur ces dépenses-là. Mais bien plus que ça, on va réfléchir sur la notion de siège social. Dans un grand nombre de situations, et c'est d'ailleurs peut-être le cas pratiquement aujourd'hui en ces périodes de confinement, dans un grand nombre de situations, le siège social de la société va être domicilié chez vous, au domicile du président de la SAS ou de la SASU, au domicile du gérant de la SCOP ou sur le lieu de l'entrepreneur individuel. Cette capacité à générer une activité sur le lieu social même de la personne, dans le domicile même de l'entrepreneur, est pratique parce qu'elle va permettre justement d'organiser la fiscalité et les charges sociales. Pourquoi ne pas faire supporter par la société des dépenses qui auparavant étaient en partie supportées par l'individu? Sur le même tapis du salon, je vais à la fois payer un loyer, je vais à la fois payer des charges locatives, payer peut-être même une taxe d'habitation, et en même temps, je vais utiliser ce tapis du salon pour mettre mon bureau, mon imprimante et peut-être quelques éléments de stock. Il peut être logique de considérer que la société va prendre à sa charge le coût de ce tapis du salon, va prendre à sa charge la quote-part de loyer sur cette surface, va prendre à sa charge la quote-part de charges locatives, également la quote-part de chauffage. Souvent, la machine Nespresso, on la fait passer directement dans les comptes de la société, mais au-delà de ça, il peut être logique de facturer à sa société une partie des coûts supportés par le fait d'héberger sa société à son domicile. Ça, c'est lorsque je suis locataire. Pour un propriétaire, je pourrais procéder différemment. Je pourrais très bien dire, tiens, j'ai une pièce qui va me servir à faire mon bureau, à faire mon local d'archives. J'ai aménagé les comptes, j'ai aménagé une cave ou un soupente pour pouvoir travailler efficacement dans mon activité en partant de chez moi, qui est d'ailleurs le siège social de mon entreprise. Dans ce cadre-là, pourquoi ne pas se considérer comme un propriétaire lambda qui a trouvé un locataire, la société, mon entreprise, ma forme juridique, et qui va louer la pièce à un niveau raisonnable évidemment de loyer pour ne pas se faire retoquer ou avoir un risque fiscal important. Et dans ce cas-là, je vais considérer que ma société va payer un loyer, le loyer qui est une dépense, qui va donc baisser le bénéfice de la société, et puis le loyer que je vais moi-même recevoir, ou mon conjoint et moi recevoir parce qu'il s'agit d'une habitation que nous détenons, dont nous sommes propriétaires tous les deux, loyer qui va donc être soumis à l'impôt sur le revenu. Et dans ce cadre-là, je vais pouvoir regarder l'intérêt qu'il peut y avoir à économiser de l'impôt dans la société et à générer de l'impôt sur le revenu. Or, en cette matière, et là on parle de revenus fonciers, les charges sociales qui sont générées par ce revenu foncier sont moindres que celles qui sont générées par un revenu de présidence ou un revenu de gérance majoritaire de SARL. Auquel cas, je pourrais avoir intérêt à réfléchir sur la manière d'organiser la rémunération du dirigeant, la rémunération que je vais percevoir en tant que président de ma SAS, en tant que gérant de ma SARL, et celle que je vais percevoir parce que je suis propriétaire de mon local, de mon habitation ou de ma maison, et que je loue une pièce à ma société. Et on va panacher cette rémunération dès l'instant, évidemment, on va raisonner sur un temps où l'entrepreneur a capacité à percevoir une rémunération. Dans ce cadre-là, on va considérer que la rémunération globale de l'entrepreneur a deux composantes. D'une part, une rémunération sous un format de salaire pour un président de SAS par exemple, un format de gérance majoritaire pour un gérant de SARL ou de IRL, et puis une composante complémentaire de revenus fonciers. Et les charges sociales qui s'appliquent sur ces deux natures de rémunération ne sont pas du tout les mêmes. On arrive pour un président de SAS à 80% de charges sociales en plus de son salaire net. Lorsqu'on parle de revenus fonciers, on va parler de 17,2 de charges sociales. Donc il peut y avoir un intérêt important à panacher cette rémunération sur ces deux mécanismes-là. Et là, en termes d'optimisation, on va raisonner sur justement une rémunération qui est moins chère en charges sociales, moins chère en impôts, et arriver à trouver, tout en ne changeant pas forcément le montant de rémunération globale du dirigeant, arriver à trouver la manière, ou plutôt les manières au pluriel de se rémunérer pour satisfaire à cette question d'optimisation. Et là, on n'a pas révolutionné un ensemble de décisions, on a même traduit la réalité de ce qui se passait. Effectivement, la pièce est occupée par le bureau. Effectivement, sur le tapis du salon, j'ai mis mon bureau, mon imprimante et quelques éléments de stock. Donc la notion de frais mixtes, c'est un sujet qui va être intéressant de traiter et d'analyser, toujours en ayant évidemment à l'esprit le fait d'être raisonnable, de ne pas prendre de risques importants. Si j'ai une activité de conseil et que mes clients ne viennent jamais chez moi, je vais avoir du mal à considérer ou à faire considérer par l'administration fiscale que j'utilise 50 mètres carrés sur mon habitation pour mettre juste mon bureau, mon imprimante et éventuellement un scanner. Donc restons raisonnables, mais c'est un vrai sujet d'optimisation et d'organisation qui en plus a le mérite de traduire en fiscalité et dans le calcul des charges sociales une réalité entrepreneuriale qui est que je travaille de chez moi.
Autre question intéressante et surtout passionnante, on lit beaucoup d'articles sur Internet sur les sacro-saints dividendes, on va y revenir tout à l'heure dans là aussi les fausses bonnes idées du meilleur copain. En matière de rémunération et de dividendes, il est intéressant de réfléchir sur une situation qui soit, ou dont on va éviter plutôt les extrêmes. Il est opportun de traduire sa rémunération à la fois comme une rémunération régulière, et cette rémunération régulière, elle est nécessaire, elle est indispensable, évidemment si l'activité le permet. Elle est nécessaire et indispensable, pourquoi? Pour que le dirigeant, et le cas échéant sa famille, ses enfants, son conjoint, ait une protection sociale digne de ce nom, puisse être couvert par l'assurance maladie, puisse avoir une mutuelle, puisse également être couvert dans le cadre de la prévoyance et sans oublier l'acquisition de trimestres de retraite, sans oublier la cotisation avec à la clé les points de retraite. Donc un minima de rémunération régulière est nécessaire, on appellera ça du salaire dans une SAS, on appellera ça de la rémunération de gérance dans une ESARL ou une EIRL, mais cette notion de rémunération régulière, idéalement mensuelle, mais elle n'est pas obligatoire d'être mensuelle, est absolument indispensable. En complément de cette rémunération, on va réfléchir sur la capacité qu'a la société de verser des dividendes. Et là, on va tomber dans un grand nombre de discussions. Est-ce qu'il est opportun de distribuer des dividendes? Est-ce qu'il est opportun de ne distribuer que des dividendes et de prendre aucune rémunération? Dans toutes ces situations-là, il va falloir éviter les situations extrêmes. Prenons un exemple. Un entrepreneur se dit « je n'ai pas du tout envie de payer de l'impôt sur les sociétés ». Comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau que nous évoquions, l'impôt sur les sociétés est d'autant plus baissé, d'autant plus abaissé que le président ou le gérant va se rémunérer. Donc on pourrait imaginer que le président prenne une rémunération, le président d'une SAS par exemple, prenne une rémunération qui amène le résultat à zéro. Auquel cas, on va considérer que le bénéfice étant égal à zéro, la rémunération est d'autant plus forte, elle devra être soumise à l'impôt sur le revenu bien évidemment. Mais dans cette situation-là, lorsque je vais arriver à un impôt égal à zéro, c'est-à-dire que je vais réduire la première tranche d'impôt sur les sociétés à zéro. La première tranche d'impôt sur les sociétés est taxée à 15%. Mon bénéfice dans cette première tranche-là va supporter 15% d'impôt. Si j'annule cette tranche d'impôt, si je baisse mon bénéfice à zéro, j'aurai gagné 15%. Mais si le complément de rémunération que je me suis versé, que j'ai décidé et qui m'a permis d'économiser 15% d'impôt sur les sociétés, au moment du passage à l'impôt sur le revenu, vient taper dans la tranche d'impôt à 30, à 41, voire à 45%. J'ai économisé sur une même somme 15%, je vais générer sur la même somme peut-être 41 ou 45% d'impôt à titre personnel. Ça signifierait une situation un peu particulière. Ça veut dire que dans mon microcosme personnel, dans mon organisation personnelle, j'ai réussi tout seul à créer de l'impôt. Et c'est là qu'intervient le panachage entre dividendes et rémunération. En deçà d'un certain niveau de bénéfice, il est préférable de prendre des dividendes. Et on n'aura pas la même démarche si on raisonne en SAS ou en SARL. Et dans ces deux situations-là, il faudra bien apprécier le montant des dividendes, il faudra bien apprécier le bénéfice, ainsi que l'incidence en matière de charges sociales. Rappelons que les charges sociales sur les dividendes de SARL sont beaucoup plus fortes que les charges sociales sur les dividendes de SAS. Mais dans le premier cas, les charges payées sur les dividendes de SARL, c'est la société qui les paye. Et cette situation-là induit des avantages qu'il ne faut pas négliger. Donc on va regarder comment organiser, comment optimiser aussi la manière de se rémunérer entre dividendes et rémunération en évitant les situations extrêmes. Et l'idée est justement de jouer sur les impôts, entre impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu. On va donc traiter cette notion-là de manière intéressante et qui va probablement changer chaque année, parce que chaque année, la situation fiscale professionnelle peut changer, chaque année, la situation fiscale personnelle est souvent amenée à changer, notamment en fonction des parts fiscales, en fonction des revenus du conjoint, en fonction de la composition de la famille. La notion de dividende et de rémunération est un vrai sujet qui nous permet d'ailleurs de prévoir une rémunération de dirigeant sur plusieurs années, ou en tout cas au-delà de la première année. Autre sujet, autre question, autre lieu d'optimisation et d'organisation de la fiscalité et des charges sociales, quelques petits rappels sur des notions fiscales qui parfois sont oubliées. N'oublions pas que l'État a prévu un crédit d'impôt pour les entrepreneurs qui se forment. Il serait dommage de louper, de passer à côté de cette disposition-là. À titre de calcul, l'État peut vous rembourser jusqu'à 400 € au titre des formations que vous auriez suivies, à la fois en préalable à votre création d'entreprise ou toutes les années ou tous les années qui se suivent tant qu'entrepreneur. Donc ça aussi, il s'agit d'une optimisation. Il est intéressant d'aller chercher à se former pour accroître sa compétence, pour accroître le développement de son entreprise peut-être, pour accroître la technicité peut-être au sein de son entreprise. Et sachez que derrière, il y a un crédit d'impôt.
Également, d'autres crédits d'impôt existent et sur lesquels il faut toujours se pencher. Dès l'instant, on a une notion de recherche, une notion d'innovation, une notion d'aménagement, d'amélioration dans le cadre des métiers d'art. Différents crédits d'impôt ont été créés et à chaque fois que je vais lancer une activité, je vais toujours me poser la question, est-ce que par hasard il n'y aurait pas une notion particulière à traiter de ce côté-là? Également, lorsque l'on va se poser la question de l'immatriculation de son entreprise, lorsqu'on va se poser la question du montant du capital de son entreprise, il est opportun de regarder quel va être le capital précisément et quelle pourrait être la réduction d'impôt qui sera attachée sur ce capital-là. Un petit rappel sur cette notion, dès l'instant où je crée une PME communautaire qui respecte quelques conditions, dont une relativement drastique évidemment est d'avoir 2 salariés l'année d'après la création, mais si je crée cette PME communautaire qui respecte ces conditions-là, je vais pouvoir réduire le montant, pas la base, le montant de mon impôt sur le revenu du quart du capital. Ça peut être un effet de levier intéressant pour apprécier quel capital j'ai intérêt à mettre en fonction de l'organisation de ma société dans le futur, notamment l'année suivante avec cette question de salariés. Autre sujet que je cite un peu comme Ulysse à la Prévert sur ces questions complémentaires en matière d'organisation, d'optimisation fiscale et sociale, l'épargne salariale. Il est intéressant, il est ouvert aux dirigeants d'entreprise, cette capacité à traiter les PE, les PERCO et puis les nouveaux plans d'épargne retraite qui ont été créés par la loi Pacte en 2019. Donc cette capacité à avoir, sous réserve évidemment d'embaucher un salarié, cette capacité à pouvoir faire dépenser par la société une somme qui sera placée sur un compte ouvert au nom du dirigeant et dont il aura le bénéfice, la pleine disposition pour la partie plan d'épargne d'entreprise dans 5 ans, pour la partie PERCO à la retraite au moment où il partira effectivement en retraite. Et là aussi, on a une question d'optimisation parce que cette dépense-là, elle est prise sur le patrimoine de l'entreprise, elle est prise sur les résultats de l'entreprise, c'est donc une dépense. Qui dit dépense dit allègement de la base fiscale de la société et création d'un patrimoine qui est détenu, qui est bien la propriété du dirigeant. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation intéressante parce que je gagne de l'impôt sur les sociétés et je crée un patrimoine qui ne supporte pas d'impôt. Évidemment, un peu de CSG qui va se balader de ci, de là, mais qui ne va pas supporter d'impôt sur le revenu de manière significative. Autre sujet qu'il est souvent intéressant de traiter, et là on est à la frontière entre l'optimisation et la création de patrimoine. Selon les situations, on optimisera un peu moins que l'on créera du patrimoine. Il s'agit de se poser la question de l'immobilier d'entreprise. Le top du top, le nirvana de la retraite de l'entrepreneur, consiste à se dire, tiens, je vais aller acheter mon bien dans lequel je vais domicilier et je vais mettre les locaux de mon entreprise. On connaît tous l'effet de levier de l'emprunt, qui consiste à dire que j'achète un bien, qui va payer ce bien? Ça va être mon locataire, ça va être en partie un effort d'épargne, et ça va générer un peu d'impôt sur le revenu, bien évidemment. Mais si, en plus de cet effet de levier de l'emprunt, je me dote d'un effet de levier fiscal, c'est-à-dire que la société elle-même va louer le bien que je vais mettre à sa disposition, pour le coup, la location que va payer ma société, qui va me servir d'ailleurs personnellement à rembourser l'emprunt qui m'a permis d'acheter ce bien, cette location-là va également créer une économie fiscale. Au-delà du fait qu'il est assez pratique d'avoir un locataire que l'on connaît, de pouvoir organiser cette gestion locative de manière beaucoup plus simple que si c'était un locataire lambda, au-delà de ça même, ma société, l'économie fiscale de ma société va me permettre de créer un patrimoine. Et là, on est dans l'optimisation qui confine à la création de patrimoine, même si cette question-là ne se pose pas immédiatement après avoir créé son entreprise. On est dans un réseau bancaire français, donc relativement frileux. Donc il va falloir attendre peut-être 2, 3, 4 bilans avant de pouvoir espérer emprunter et pouvoir faire considérer à la banque que mon locataire, qui est la société, est relativement stable, relativement fiable en matière financière. Mais c'est un sujet ce sont des sujets qui sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre d'organiser le patrimoine, de créer du patrimoine dans le bénéfice de l'entrepreneur, au-delà même du patrimoine qu'il crée en ayant lancé une activité qui est peut-être vendable, qui va peut-être pouvoir céder lorsqu'il partira en retraite. Au-delà même de ces éléments-là, on peut être dans la situation de réduire la fiscalité de l'entreprise et de cotiser sur des régimes qui vont me permettre de créer du patrimoine. Vous voyez que dans cette démarche-là non plus, on n'est pas uniquement dans l'idée de « je ne veux pas payer ». On est au contraire dans l'idée de se dire « je vais choisir où est-ce que je vais mettre mes cotisations, où est-ce qu'elles vont trouver leur intérêt pour créer du patrimoine ». Et enfin, je voudrais évoquer avec vous quelques grandes idées. On a tous un bon copain qui nous dit, alors en matière de création d'entreprise, en matière de fiscalité, j'ai trouvé la manière de faire, je sais pertinemment et uniquement comment il faut faire. Je vais vous citer trois grandes idées
Il y en a d'autres sûrement, mais je vais en traiter 3. Une sur la fameuse voiture. L'autre question, je vis sur la bête, je mets tous les frais de ma société, tous les frais perso dans ma société. Et puis la troisième, ces fameux dividendes que je vais monter au pinacle. Alors la voiture, le véhicule de l'entrepreneur, c'est souvent celui l'entrepreneur à qui on a refusé un véhicule de fonction pendant tant d'années et qui se dit ça y est, là je peux enfin avoir ma voiture, je peux enfin faire payer ma voiture par ma société. Alors le principe est bien celui-là, c'est la société qui paie la voiture, que ce soit en crédit bail, en leasing, en achat en pleine propriété, en achat avec un emprunt, la société va payer le véhicule. Mais il faut savoir quand même que la déduction des dépenses est relativement faible, voire extrêmement réduite. Évidemment, si vous achetez un tout petit véhicule, un petit véhicule électrique de surcroît, on pourra déduire un certain nombre de dépenses relativement significatives. En revanche, un véhicule qui n'est pas un véhicule utilitaire, qui est un véhicule qui a de grosses roues, souvent de couleur rouge, relativement plat, avec que 2 places devant, généralement ce type de véhicule-là va nous permettre de déduire un montant infime du prix d'achat du bénéfice de la société. Donc certes, la société a bien payé le véhicule, en revanche, en termes fiscaux, je vais avoir un intérêt fiscal sur l'impôt société extrêmement réduit. De plus, on a une taxe sur les véhicules de société qui est relativement significative et plus le véhicule rejette de grammes de CO2 dans l'atmosphère, plus le véhicule a une synergie fiscale importante, plus la taxe sera significative. Et la particularité de cette taxe-là, c'est qu'elle ne génère pas d'économie d'impôt dans la société. On évoquait tout à l'heure des dépenses qui vont minorer le bénéfice de l'entreprise, ces dépenses qui elles-mêmes vont générer une économie d'impôt dans la société. Celle-ci, la taxe sur les véhicules de société, ne génère strictement aucune économie d'impôt. Donc la grande idée de se dire j'ai un véhicule que j'ai fait supporter par ma société aboutit dans 99,9% des situations, le 0,1% étant les véhicules électriques qui aujourd'hui sont relativement peu développés dans l'univers entrepreneurial. Donc cette situation aboutit dans la grande majorité des cas à créer de l'impôt. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, ça veut dire que l'entrepreneur a réussi tout seul à créer de l'impôt parce qu'il va économiser beaucoup moins d'impôts sociétés qu'il ne va créer de taxes sur les véhicules. Donc c'est une notion à prendre avec analyse, avec prudence, et il faut bien se caler sur ce qu'il sera possible de faire et quel serait l'intérêt fiscal, sachant que de tout temps, l'administration fiscale a toujours été relativement drastique avec les véhicules. Autre grande idée de notre meilleur copain, j'ai envie de vivre sur la bête. Donc là, le principe est le suivant. Je fais passer beaucoup de frais, presque tous les frais perso, sur les comptes de la société. Et comme ça, finalement, j'ai une optimisation qui est assez radicale parce que je vais dépenser beaucoup moins à titre personnel. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a un risque fiscal et même social selon la typologie de dépenses qui vont être prises en compte par la société. Et donc, tout dépend de la qualité de sommeil de l'entrepreneur. Mais ça peut être un sujet qui peut être traité avec relative parcimonie parce qu'il est souvent assez compliqué de mettre un grand nombre de frais après de s'y retrouver. D'autre part, ce n'est pas en mettant ses achats chez Franprix ou chez le supermarché du coin que l'on va économiser de manière très significative et devenir soudainement riche ou devenir soudainement mieux payé. On n'est pas dans ces environnements-là, on est plutôt sur des sommes relativement modiques. Et puis un autre élément, et là je prends ma casquette expert comptable, on n'y comprend plus rien. Si dans les comptes d'une société, on a à la fois des vrais frais, des dépenses réalisées réellement et engagées dans le cadre de l'activité, dans le cadre du développement, dans le cadre de l'objet social de l'entreprise, et qu'à côté on est pollué par un certain nombre de dépenses qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas engagées dans le cadre de l'activité, on n'y comprendra rien. Et quand il s'agira d'avoir recours à un emprunt, quand il s'agira de céder son entreprise, quand il s'agira de faire rentrer un investisseur, de faire rentrer un partenaire, un actionnaire, il va falloir expliquer à tous ces gens-là que les comptes doivent être traités par un certain nombre de dépenses qui n'auraient pas dû l'être. Ça donne un flou et ça met un voile de suspicion sur les comptes de son entreprise. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, même si on va y perdre un petit intérêt de trésorerie personnelle. Et puis l'autre grande idée, et celle-là on la rencontre très souvent sur Internet, même dans des forums de bonne tenue, consiste à dire je suis en SAS ou en SASU, je ne prends que des dividendes. Pourquoi? Parce que le dividende, on a l'idée que c'est une rémunération qui est relativement modeste en termes de coûts, qui va générer quasiment pas d'impôts. D'ailleurs, souvent, on mélange impôt sur le revenu et charges sociales, donc on néglige le fait qu'il y a 17,2% de CSG. Donc on a l'idée de se dire je vais prendre que du dividende. Alors ça, c'est une démarche qui est peut-être intéressante, mais dans des rares cas, dans des cas où je n'ai pas besoin en tant qu'entrepreneur de protection sociale. Le dividende va forcément me générer une rémunération, donc il va me permettre de vivre convenablement, probablement, d'assurer mes besoins vitaux et de faire vivre ma famille, mais au-delà de ça, le seul fait de percevoir des dividendes, je n'aurai pas de protection sociale.
Rappelons que les dividendes en SAS génèrent 17,2% de CSG, donc de prélèvements sociaux, mais la CSG n'a jamais apporté de la retraite, la CSG n'a jamais donné de l'assurance maladie et le remboursement des frais médicaux, et le versement de la CSG sur les dividendes n'a jamais permis d'accumuler des points de retraite. Donc attention, le raisonnement « je ne prends aucune rémunération que des dividendes », cela suppose que par ailleurs, je peux être protégé, je peux avoir une sécu, une mutuelle, accumuler de la retraite à la fois en durée et en points. Et le conjoint en ces matières-là n'est utile, si vous me passez l'expression, le conjoint n'est utile que pour la question de la sécu et de la mutuelle. Je ne peux pas me rattacher à mon conjoint pour de la prévoyance, je ne peux pas me rattacher à mon conjoint pour l'acquisition de trimestres de retraite, évidemment. Donc attention à ce mécanisme-là, parce que se verser que des dividendes n'est pas forcément optimum sur la question sociale, parce qu'il va falloir que j'acquière à titre perso, que je cotise à titre personnel pour avoir la protection sociale qui m'est nécessaire. D'autre part, si je ne prends que des dividendes et que je ne touche aucune rémunération, je ne pourrai pas utiliser tous les effets de levier que j'ai présentés tout à l'heure, parce que ma rémunération sera nulle. Si ma rémunération est nulle, je ne pourrai pas cotiser sur des mécanismes de retraite par capitalisation. Si ma rémunération est nulle, je ne pourrai pas optimiser la fiscalité dans l'entreprise et la fiscalité dans mon foyer fiscal. Donc attention à ce type de sujets-là qui peuvent se révéler finalement assez dangereux. Et puis la petite cerise sur le gâteau, je ne prends que des dividendes, je ne prends aucune rémunération. On entre désormais dans une zone un petit peu dangereuse de risque fiscal et social. Les notions d'abus de droit, les notions de contestation de montage visant justement à éluder l'impôt, visant à éluder les charges sociales ou à les éviter, devient désormais relativement contestable. Donc attention sur ces sujets-là, prendre que de la rémunération sous format de dividende et pas de rémunération, notamment, je fais référence au président ou présidente de SAS, ça peut être relativement dangereux en la matière. On a vu un certain nombre de sujets, on a évoqué même des risques, on a évoqué les fameux conseils, les fausses bonnes idées que j'essayais de vous présenter. Donc quelle serait une tentative de conclusion sur ce sujet-là? Est-ce qu'optimiser finalement, ça ne serait pas travailler sur un certain nombre de dépenses? Est-ce qu'optimiser, ce ne serait pas plutôt gérer ces dépenses fiscales et sociales plutôt que chercher à les éluder? Et on voit bien que sur cet ensemble-là, il faut raisonner sur un panier global. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que se rémunérer générait à la fois des charges sociales, se rémunérer pouvait permettre d'économiser de l'impôt sur les sociétés, se rémunérer augmentait ou contribuait à augmenter l'impôt sur le revenu. Et agir sur ces trois leviers-là ensemble va être efficace. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les charges sociales. Mais agir que sur un seul de ces leviers-là ne va pas être opérant en matière de charges sociales et fiscales. Donc finalement, optimiser sur ce sujet-là va nous permettre de travailler sur à qui ai-je envie de dépenser mes charges sociales, à qui ai-je envie de payer cette protection sociale et comment vais-je calculer ma fiscalité future. Optimiser, est-ce que ce ne serait pas fluctuant d'une année sur l'autre? Mais si, dès l'instant on considère qu'il y a une notion personnelle qui rentre en ligne de compte, dès l'instant on considère que la fiscalité, elle est liée aussi bien à la composition fiscale de la famille qu'à la composition de l'entreprise, aux bénéfices, aux tranches de bénéfices auxquelles elle va être soumise, évidemment, tous les ans, ces sujets-là vont changer. Peut-être que de manière régulière, la fiscalité de la famille va changer parce que les revenus vont être différents. Peut-être que la composition familiale va aussi être différente par des départs, par des mariages, par des PACS, par des situations où les enfants quittent le foyer fiscal. Toutes ces situations-là vont modifier la fiscalité de l'individu, de l'entrepreneur. Et également, une activité dans une entreprise n'est jamais identique d'une année sur l'autre. Donc il est très rare que le bénéfice de l'année 2020 soit le même en 2021 et également en 2022. Donc tous ces éléments-là sont évidemment fluctuants. Et donc optimiser va nous permettre, va nous inciter d'ailleurs à considérer que les choses ne sont pas figées. Et également optimiser, et là je remercie notre profession, optimiser nécessite aussi d'être plutôt bien accompagné et d'être bien outillé pour prendre ce type de décision-là. Je vous invite, et ce n'est pas du corporatisme de base, mais je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable pour ces questions-là, parce qu'il va pouvoir, avec le recul nécessaire, vous conseiller et vous conseiller dans la durée, pas uniquement sur une question d'une économie immédiate et tangible peut-être sur une année. Enfin, et je vais vous laisser là-dessus pour vous permettre de retrouver une activité de confinement classique, nous sommes le 1er avril et on a prévu, comme à chaque fois que nous faisions d'ailleurs une conférence dans le monde présentiel à la Maison de l'Entrepreneur, on a prévu des aides particulières. Alors si jamais vous êtes dans la situation où vous vous posez des questions, où des incertitudes peuvent venir,
où vous êtes dans une information atypique, même peut-être étonnante, si ce n'est révoltante, que notre Dieu à tous, Google.fr, vous aurait délivré. Si vous êtes sujet à des doutes, à des angoisses, eh bien, on va vous proposer 2 remèdes particuliers. D'une part, de nous écrire sur le site lamaisondel'entrepreneur.com. Il y a une zone particulière où vous pouvez laisser un message. N'oubliez pas de mentionner votre mail pour que l'on puisse vous y répondre. Donc posez-nous vos questions sur tout sujet entrepreneuriaux. Vous verrez d'ailleurs que la homepage aujourd'hui du site de la Maison de l'Entrepreneur propose de nous poser toutes les questions que vous souhaiteriez sur les mesures d'accompagnement proposées par le gouvernement dans le cadre du confinement et dans le cadre de la crise économique actuelle. Donc écrivez-nous, on va vous répondre. Et puis lorsque le confinement sera passé, vous aurez le droit, et là je m'adresse à un public évidemment très large, vous aurez le droit, dans la limite des stocks disponibles, à recevoir le dernier livre que j'ai écrit qui comporte 350 pages, qui vont vous permettre de sortir du confinement avec joie et entrain. Ces 350 pages sont réparties en 130 chapitres pour traiter 130 questions que vous vous posez de manière habituelle. Donc voilà les 2 remèdes que l'on vous propose. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lamaisondel'entrepreneur.com, à poser vos questions, on vous y répondra. Normalement, on essaie d'avoir un délai de réponse qui est assez court. Et puis, dès la fin du confinement terminé, vous aurez la capacité à recevoir et à venir chercher dans nos bureaux dans le 11e arrondissement à Paris le livre Créer son entreprise, qui d'ailleurs a été préfacé par le ministre des Finances. Merci beaucoup pour cette attention pendant cette conférence et à bientôt sur notre chaîne YouTube où nous allons mettre d'autres conférences de la Maison de l'Entrepreneur.